Alors, bonjour tout le monde. Je suis Natasha Hurley, directrice de campagne à la Fondation Changing Markets. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse en ligne pour vous présenter notre nouveau rapport dans les mailles du filet, comment les grandes surfaces françaises font face à l'utilisation de poissons sauvages dans les chaînes d'approvisionnement aquacole. Le rapport sera rendu public demain et nous vous remercions de bien respecter l'embargo qui sera levé cette nuit à minuit. Avant toute chose, je voudrais vous informer que notre présentation avec mon collègue Juan Felipe Carrasco, qui est le co-auteur de cette étude, va durer à peu près une vingtaine de minutes et sera suivie d'un temps de questions-réponses. Je voudrais aussi vous signaler que la présentation sera enregistrée. Vous allez voir le déroulé de cette conférence s'afficher d'ici quelques instants dans le chat en bas de votre écran et vous pouvez également y indiquer vos questions en précisant le média pour lequel vous travaillez tout au long de la conférence de presse et nous y répondrons à la fin. Les documents vous seront également transmis à ce moment-là. La présentation du rapport va se dérouler ainsi. Donc, après l'accueil et l'introduction que je suis en train de faire en ce moment, vous aurez la présentation de la méthodologie de travail de Juan Felipe Carrasco, qui ensuite présentera également les conclusions principales du rapport. Le mot de la fin, ça sera pour moi, je vais présenter les recommandations de Changing Markets. Et ensuite, tout à la fin, vous avez la session questions-réponses. Je voulais aussi vous signaler que si vous avez des questions pratiques ou que vous voulez organiser un entretien en dehors de la conférence de presse, vous pouvez vous rapprocher de notre service presse, Aurélie Chattelard et Vassilissa Proust ici présentes, à l'adresse email presse@changingmarkets.org, donc presse écrit à l'anglaise, P-R-E-2-S, dont vous trouverez également les coordonnées dans le chat. Alors, avant de vous revenir sur le contexte dans lequel nous publions ce rapport, je voudrais vous présenter Changing Markets. Changing Markets est une fondation établie aux Pays-Bas, mais nous menons des campagnes d'envergure mondiale. Personnellement, je suis basée à Londres, au Royaume-Uni, et vous avez peut-être vu un de nos rapports récents qui porte sur la pollution entraînée par l'industrie de la fast fashion, qui a eu un large écho médiatique, y compris en France. Nous travaillons sur des thématiques et des secteurs économiques divers et variés, mais le fil rouge qui est présent dans toutes nos campagnes, c'est l'accent qu'on met sur la responsabilité des entreprises et le rôle que celles-ci doivent jouer pour accélérer la mise en place de solutions aux défis environnementaux et sociaux actuels. Alors, cette approche part du constat que bien souvent, il existe des solutions à ces défis environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés, mais que le secteur privé et notamment les industries traditionnelles, entre guillemets, comme par exemple les compagnies pétrolières, si vous regardez le secteur énergétique, donc bien souvent, ces acteurs très puissants ne subissent pas de pression extérieure pour changer leurs pratiques et donc ces problèmes persistent dans la durée. Changing Markets a été fondé pour essayer de contrer cette dynamique. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous allons vous montrer une courte vidéo qui présente le thème d'aujourd'hui, ainsi que quelques images des enquêtes que nous avons menées en Asie et en Afrique en 2019. Merci beaucoup Aurélie. Alors, dans le cas précis de l'aquaculture dont nous allons vous parler aujourd'hui,
Notre campagne Fishing the Feed porte sur un secteur qui est en pleine expansion et qui aujourd'hui fournit plus de la moitié du poisson dans nos assiettes à l'échelle mondiale. En France, les espèces d'élevage comme le saumon atlantique et les crevettes occupent une place de plus en plus grande dans les rayons de supermarchés et dans les restaurants. La particularité de ces espèces, qui sont donc parmi les produits de la mer les plus consommés, c'est que leur alimentation contient du poisson sauvage, ce qui peut paraître contre-intuitif si le but de l'aquaculture est de réduire la pression sur les stocks de poissons sauvages. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture calcule qu'en 2018, nous avons pêché 18 millions de tonnes de poissons sauvages pour faire de la farine et de l'huile de poisson pour l'alimentation animale. 18 millions de tonnes. C'est à peu près un cinquième des captures de poissons sauvages annuelles. La majeure partie, à peu près les 3/4 de ces captures, de cette farine et d'huile de poisson, est utilisée par l'industrie aquacole. L'aquaculture est donc un secteur industriel qui a une empreinte écologique incontestable dans les pays où ces poissons sauvages sont pêchés, c'est-à-dire des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui souffrent de pénurie alimentaire et de problèmes économiques chroniques. Pourtant, l'industrie de l'aquaculture, qui comprend non seulement les producteurs de poissons et de crevettes, mais aussi les producteurs d'aliments aquacoles, tels que l'américain Cargill, que vous connaissez peut-être déjà, et des géants scandinaves tels que Skretting, Biomar et Mowi, s'enorgueillit de contribuer au développement durable et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde. Or, d'après les enquêtes de terrain que nous avons menées dans les pays producteurs de farine et d'huile de poisson, la Gambie, l'Inde, le Vietnam et le Pérou, en 2019 et 2020, nous savons qu'en réalité, l'industrie de l'aquaculture européenne, qui fournit du poisson principalement à des consommateurs dans des marchés à revenus élevés, a des impacts intolérables sur l'environnement, le bien-être et la sécurité alimentaire et économique dans les pays qui fournissent des ingrédients alimentaires à l'industrie aquacole. Si vous voulez en savoir plus sur ces enquêtes, je vous invite à consulter notre rapport Fishing for Catastrophe, en anglais, mais dont le sommaire est également disponible en français. Et le sommaire est en lien sur le communiqué de presse que vous allez recevoir. Je vais m'arrêter là et passer la parole à mon collègue Juan Felipe Carrasco, qui va vous expliquer pourquoi nous avons décidé de nous intéresser aujourd'hui au secteur de la grande distribution, quelle approche nous avons adoptée pour analyser sa performance et comment s'en sortent les supermarchés français, y compris en comparaison avec leurs concurrents européens. Merci et à toi, Juan Felipe. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Alors, merci d'être là, de nous accompagner aujourd'hui pour cette présentation. Merci Natacha. Je suis ingénieur agronome, chercheur en agronomie et en alimentation et co-auteur de ce rapport. Donc, cette recherche a été réalisée entre septembre 2020 et mars 2021. Pour développer ce système, nous avons analysé les pratiques habituelles des 8 principaux acteurs de la grande distribution en France, en les classant selon un ensemble de 13 indicateurs, qui représentent les étapes relatives aux chaînes d'approvisionnement aquacole. Ces étapes, les étapes que décrivent nos indicateurs, devraient être tenues en compte par les entreprises du secteur de la distribution, qui se positionneraient comme engagées envers la santé des océans et la transparence des informations pour les consommateurs. Les indicateurs se concentrent sur 2 aspects de l'entreprise. D'une part, les politiques et les critères pour l'approvisionnement en poissons d'élevage, ainsi que le niveau de transparence de ces entreprises. Et d'autre part, comment les différents types de poissons et de fruits de mer d'élevage sont commercialisés, sont mis en rayon et vendus dans les magasins, comparativement aux poissons d'origine sauvage ou aux options plus durables. Nous avons utilisé 3 sources d'informations. L'envoi d'un questionnaire qui nous a permis d'évaluer les politiques et les actions menées par rapport aux aliments pour l'aquaculture. Les supermarchés ont disposé d'un minimum de 3 semaines pour répondre. Plusieurs ont choisi de ne pas le faire et même après plusieurs relances et passé plusieurs mois. Deuxièmement,
Une recherche documentaire sur les sites Internet du secteur, les politiques RSE et autres documents disponibles sur les sites de ces enseignes. Troisièmement, nous avons examiné de près les pages d'achat en ligne pour recueillir des données sur les informations disponibles pour chaque produit issu de l'aquaculture. Nous décrirons cela dans la prochaine partie de cette conférence. Mais en général, sur comment sont étiquetés les produits et comment est faite la promotion des produits de la mer de chacune des enseignes. En raison de la crise Covid, nous n'avons pas pu visiter physiquement les supermarchés comme nous avions fait pour d'autres pays avant qu'il y ait des restrictions, donc par exemple l'Espagne. Et donc, nous considérons que de plus en plus de consommateurs faisant leur achat en ligne, il est plus que justifié d'avoir fait cette étude à travers les pages en ligne. Voilà pour la partie 2 de cette conférence de presse. Est-ce que je passe à la partie conclusion et résultats? Alors, tout d'abord, le résultat est décevant pour Changing Markets. Les enseignes sont bien en deçà du niveau d'ambition qu'exigerait une gestion responsable des océans. Aucune enseigne n'a parmi ses objectifs de réduire significativement l'incorporation de poissons sauvages sous forme de farine et d'huile dans les aliments aquacoles. Et en fin de compte, aucune enseigne n'a pour objectif l'élimination complète de cette source problématique d'ingrédients. Plusieurs enseignes ont fourni certaines des informations que nous leur avions demandées, ont montré une certaine application à répondre aux questions et ont même entamé des démarches pour réduire la présence de farine et d'huile de poisson. Par contre, une partie du secteur est très en retard sur toutes ces questions et se situe loin derrière. Je vais vous résumer le classement sur 100, c'est-à-dire qu'on va donner des chiffres relatifs à 100. 100 serait le résultat obtenu si une enseigne avait obtenu tous les points pour chacun des indicateurs. Donc, tout d'abord, le groupe Auchan Retail France, qui englobe donc Auchan Supermarché, Simply Market, MyAuchan et A2PA. Le résultat est de 31,3%. Ils n'ont donc obtenu que moins d'un tiers des points qu'ils auraient obtenus si vraiment c'était une entreprise qui prétendait ou qui voudrait être transparente et responsable par rapport à la santé des océans et des consommateurs. Deuxièmement, le groupe Carrefour, avec Carrefour Market, Proxy, Bio, Contact, Express et City. Le résultat est de 27,10%. Quant au groupe Système U Enseigne U, même résultat que pour Carrefour, 27,10%. Intermarché, Les Mousquetaires et Netto ont obtenu 14,6%. Ces 4 enseignes sont les 4 enseignes qui ont répondu aux enquêtes de Changing Markets. Aldi n'a obtenu que 4,2%. Leclerc et Lidl ont le même résultat. Et Casino et Géant, avec Petit Casino aussi, n'ont que 2,1% des points. Donc, je vous disais que 4 enseignes simplement ont répondu à notre questionnaire, 4 sur 8. Celles-ci reconnaissent l'existence d'un problème lié à la présence de farine et d'huile de poisson, d'espèces sauvages dans les aliments aquacoles. Seulement 3 d'entre elles, Auchan, Carrefour et Système U, ont pour objectif de réduire l'utilisation de farine et d'huile de poisson provenant de la pêche minotière. En plus, il ne s'agit que de réponses faites à nos questions sans qu'aucun engagement ferme ne soit écrit noir sur blanc sur les sites Internet de ces entreprises. Une seule d'entre elles, Auchan, affirme avoir pour objectif d'éliminer à terme ces ingrédients, sans pour autant préciser d'échéance pour cet objectif. Deux grandes surfaces, Auchan et Carrefour, affirment surveiller auprès de certains de leurs fournisseurs le pourcentage volumétrique de mortalité des poissons d'élevage, mais aucune d'entre elles ne constitue une liste noire des fermes à plus forte mortalité. Ceci est très important en termes tout d'abord de bien-être animal, puisqu'il y a une corrélation mathématique entre la mortalité et le bien-être, bien sûr, en termes de la densité de poissons, par exemple, mais c'est aussi très important en termes de gaspillage.
étant donné que les animaux morts avant échéance ne seront pas consommés. En ce qui concerne les pages d'achat en ligne des enseignes, les poissons et les fruits de mer sont en général à peu près correctement étiquetés en ce qui concerne le mode de production, c'est-à-dire poissons issus de l'élevage versus poissons sauvages. Cependant, nous avons constaté des lacunes et un grand nombre d'exceptions pour l'ensemble des enseignes. Quant à l'information sur le pays d'origine, qui devrait être toujours accessible pour le consommateur selon les lois européennes, nous avons trouvé qu'un grand nombre de produits ne déterminent pas cette information. Elle est donc absente, partielle ou ambiguë. Ambiguë, par exemple, des produits que nous savons être produits en Thaïlande ou en Équateur et qui ont l'inscription « fabriqué en France ». Que veut dire « fabriqué » ? Est-ce que ça veut dire, ça veut dire coupé en tranches, ça veut dire mis sous vide? Voilà, nous pensons que cela est quelque chose qui n'est pas logique et qui n'est pas réaliste pour le consommateur. La mention de l'entreprise de production ou de la ferme aquacole, donc l'entreprise de production du poisson, est totalement absente pour les produits de toutes les enseignes. Le type d'aliment aquacole utilisé est aussi une information totalement absente. Quant à l'ensemble des produits transformés contenant des produits de la mer, donc par exemple des pâtes avec des morceaux de crevettes ou de saumon, ou des produits qui ont été cuits, le pays d'origine et le mode de production, qui eux sont des fois présents dans les produits non transformés, cette fois-ci sont complètement absents, ce qui prive les consommateurs d'une information clé quant à la provenance de ce qu'ils achètent. En parallèle, la Fondation Changing Markets a réalisé une analyse juridique, donc a demandé à un buffet d'avocats d'établir une analyse juridique sur l'étiquetage des supermarchés et les conclusions sont relativement convergentes avec nos propres conclusions. C'est-à-dire que les supermarchés français ne sont que partiellement en conformité avec la législation française et européenne sur l'étiquetage. Ce résultat montre que les produits examinés manquent presque tous d'une ou de plusieurs informations essentielles. Le plus souvent, il manque le nom scientifique de l'espèce et dans plusieurs cas, la méthode de production ou est le pays d'origine. L'ensemble de la grande distribution promeut très activement la consommation de saumon et de crevettes. Cependant, comme cela est démontré dans le rapport, ces espèces apportent des protéines à notre alimentation de manière inefficace. En effet, fabriquer des aliments aquacoles pour élever du poisson ou des crustacés est moins efficace que de pêcher pour nourrir directement des êtres humains. Presque toutes les enseignes se retranchent derrière les certifications des produits de la mer. Dans certains cas, c'est même leur stratégie prioritaire. Mais il faut rappeler que les certifications, et ceci est amplement démontré dans le rapport, n'excluent absolument pas l'utilisation de farine et d'huile de poisson sauvage dans la production d'aliments aquacoles. Donc cela ne garantit pas du tout le bien-être animal ni la santé des océans. Nous considérons donc que les certifications ne sont pas une garantie de durabilité. En comparant le classement que nous avons fait avec celui réalisé dans d'autres pays avec les mêmes indicateurs, la même méthodologie, il est surprenant de constater que les enseignes ont des politiques très différentes et que les résultats sont beaucoup plus différents en France que, par exemple, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Par exemple, au Royaume-Uni, la grande majorité dépasse le 20% et 3 obtiennent plus de 30%, dont une, Tesco, obtient 60% et Marks & Spencer obtient le 44%. Quant à l'Allemagne, les résultats sont meilleurs qu'en France aussi. Plus de la moitié dépasse 20% et 2, dont Kaufland et Lidl, sont à 50 et à 40%. Il est aussi surprenant qu'une entreprise comme Carrefour, qui devrait avoir une politique de groupe sur ces sujets aussi importants, ait obtenu des résultats si différents en France, 27%, et en Espagne, 8,5%. Je finirai donc par une petite conclusion. Bien que certaines enseignes françaises commencent à prendre des mesures positives pour éliminer progressivement l'utilisation de poissons sauvages dans les chaînes d'approvisionnement aquacole, il est clair que la grande distribution française a un très long chemin à parcourir avant de pouvoir donner des garanties sur le fait que leurs chaînes d'approvisionnement ne nuisent pas à la vie marine. Il est temps
pour le secteur de s'engager à éliminer progressivement l'utilisation de poissons sauvages dans l'alimentation des poissons et des fruits de mer d'élevage, un objectif que Changing Markets considère devrait être atteint d'ici 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juan Felipe. Et maintenant, à moi de vous présenter le mot de la fin. Donc, Juan Felipe a déjà abordé les conclusions et recommandations principales identifiées dans notre nouveau rapport, que vous trouverez en détail dans le rapport lui-même. Je voudrais souligner celles qui portent sur l'élimination de la farine et de l'huile de poisson des chaînes d'approvisionnement de la grande distribution française. Ceci va demander un effort de la part des supermarchés, non seulement en ce qui concerne leurs exigences auprès de leurs fournisseurs, bien sûr, mais aussi par rapport à la gamme de produits qu'ils offrent à leurs consommateurs. Les supermarchés ne sont pas tenus d'offrir des espèces carnassières telles que le saumon et les crevettes à leurs clients, mais on voit que le marché français est de plus en plus dominé par ces espèces. Quelques chiffres clés pour vous donner une idée. En 2019, il y avait 1,3 milliard d'euros de saumon et 766 millions d'euros de crevettes qui ont été importées en France. Près de 3 kg de saumon d'élevage ont été consommés par habitant en 2019 et près de la moitié des foyers, 45%, ont acheté du saumon d'élevage frais en 2019. Ces chiffres montrent à quel point le saumon et les crevettes sont en train de gagner du terrain en France, et ceci aux dépens d'une offre plus variée et peut-être, je dis bien peut-être, plus durable. Le défi est de réduire notre consommation d'espèces de poissons et de crustacés d'élevage qui ont une empreinte écologique lourde, telles que le saumon et les crevettes d'élevage. On ne résoudra pas non plus les problèmes liés au bien-être des poissons que Juan Felipe a évoqués, en laissant carte blanche aux élevages intensifs de saumon et d'autres espèces de continuer à se développer. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'ONG ici au Royaume-Uni prônent actuellement un moratoire sur l'expansion des élevages de saumon en Écosse, qui est un grand fournisseur pour la France. Et avec ceci, la partie présentation est terminée et passons maintenant à vos questions. Bonjour, je vais faire la modération pour les questions. Pour l'instant, si vous en avez d'autres, vous pouvez les ajouter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue du Zoom. Nous avons 2 questions qui ont été posées au cours de la présentation. La première de Sylvia Celi de RFI qui demande ce que l'on risque, si on risque une maladie du poisson fou. Je pose la seconde aussi, comme ça vous pouvez y répondre successivement, qui est la question de Morgane Bertrand, qui demande quelles sont les alternatives au poisson fourrage pour nourrir le poisson d'élevage. Merci. Aurélie, merci. Alors, je vais donner quelques éléments de réponse et puis Juan Felipe, si tu as quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Donc, d'abord, la question sur est-ce qu'on risque de la maladie du poisson fou? Alors, il faut savoir que dans la nature, les poissons mangent du poisson, enfin les poissons carnassiers ou carnivores mangent du poisson dans la nature. Ce qui est très problématique, c'est que ça serait problématique si une espèce particulière mangeait la même espèce, mais le fait de nourrir les poissons avec du poisson, ce n'est pas forcément problématique à ce niveau-là, mais pour nous, le problème réside dans le fait que nous opérons des choix au niveau des élevages. Nous choisissons d'élever des espèces carnassières telles que le saumon et on pourrait très bien élever d'autres espèces. C'est un choix très simple à faire en fait. On pourrait très bien choisir ou d'élever des espèces qui n'ont pas besoin d'apport alimentaire ou qui ont besoin d'apports moindres et les nourrir avec des alternatives. Donc, ce qui m'amène à la deuxième question. Donc, les alternatives aux poissons fourrage, il faut savoir que les aliments pour poissons d'élevage sont composés de plusieurs ingrédients en général. Donc, il y a d'un côté, pour les espèces carnivores, vous avez la farine et l'huile de poisson. Il y a d'autres ingrédients
tels que par exemple le soja, l'huile de palme, qui sont eux-mêmes très problématiques d'un point de vue environnemental. Donc ce ne sont pas des alternatives que nous prônons du tout. Il y a d'autres alternatives qui, pour l'instant, ont l'air prometteurs, dont les algues, par exemple, qui remplaceraient ou qui joueraient le même rôle du point de vue des oméga 3. Donc, les apports en oméga 3, vous pouvez très bien les fournir en incluant des algues dans l'alimentation pour poissons. Il y a également des ingrédients tels que les insectes, par exemple, ou d'autres, il y a des projets sur d'autres espèces telles que les moules, mais là, il faut vraiment qu'on sache quels sont les impacts tout au long de la chaîne de ce point de vue-là aussi. Ce ne sont pas forcément des alternatives qui ne portent, enfin, ils posent leurs propres problèmes, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais il faut opérer un choix d'un point de vue, du côté des aliments et des alternatives d'ingrédients, mais aussi opérer un choix dans l'élevage de poissons, dans le choix qu'on fait à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'on élève des poissons carnassiers ou pas? Et voilà, ce n'est pas forcément très simple, mais il y a plusieurs terrains sur lesquels on peut jouer. Juan-Felipe, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Alors, pas sur cette question, Natacha, merci. Tu réponds à la deuxième question ou tu veux que je m'en occupe? Sur les alternatives, bon, j'ai donné quelques éléments, mais si jamais tu as quelque chose à ajouter. Oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. Est-ce que tu veux que je complète? Et je vois de toute façon qu'il y a, en fait, non, il y a une troisième question autour du MSC. Voulez-vous que je m'en occupe? Oui, merci. C'est Sabrina Dourlens de l'AEF qui nous pose la question. Le MSC ne prend pas cette question en compte dans ses critères. Alors, le MSC et le reste des programmes de certification certifient des poissons qui ne sont pas utilisés dans la consommation humaine directe. Le point de vue de Changing Markets, c'est qu'ils ne devraient certifier que des poissons utilisés pour la consommation humaine directe. Voilà. Quant au système de certification de l'aquaculture, notre position est qu'ils ne devraient certifier que des poissons d'élevage dont l'alimentation ne dépend pas de l'utilisation de poissons sauvages. Une question complémentaire de Morgane Bertrand pour l'Obs France Inter. Si on renonce aux poissons carnivores, que reste-t-il? La truite? Oui, alors la truite aussi est nourrie à partir d'une alimentation qui contient des poissons sauvages en général, mais aussi d'autres ingrédients. Donc, encore une fois, je n'ai pas été très claire, je pense, dans ma dernière réponse, mais il faut choisir. D'un côté, c'est le choix des aliments qui compte, mais c'est aussi le choix des espèces. Et par exemple, on pourrait cultiver des espèces qui n'ont pas besoin d'apport nutritif ou alimentaire, genre les moules, les huîtres, etc. Mais là encore, il faut aussi faire une étude sur les impacts aussi de ces chaînes, des chaînes de production dans ce secteur-là. Mais il faut savoir que les moules, par exemple, n'ont pas besoin d'apport alimentaire et en plus, sont potentiellement bénéfiques d'un point de vue environnemental. Donc, présente peut-être une solution à ce problème dans une certaine mesure, mais le défi, c'est aussi de réduire notre consommation en général. Donc, nous ne voulons, on ne peut pas continuer à consommer de plus en plus de poissons d'élevage. Ça, c'est une chose qui est une conclusion qui est incontestable de notre point de vue. Et le problème, c'est bien les marchés, comme je disais dans ma présentation, à haut revenu, où la consommation de ces espèces est en train de grandir et
ce que nous disons à Changing Markets, c'est qu'il faut réduire cette consommation, il faut remettre en question cette consommation qui grandit de plus en plus vite et peut-être remplacer une partie de cette consommation par d'autres aliments, donc des aliments à base de plantes aussi, qui peuvent être très nutritifs, qui peuvent apporter des oméga 3, dont le lin par exemple, l'huile de lin, etc. Donc je pense qu'il faut remettre en question nos choix alimentaires globalement. Et c'est important. Ce n'est pas se dire j'arrête de manger de la viande et je commence à manger du poisson en grande quantité. Ce n'est pas possible puisqu'on est en train d'arriver et même de franchir des limites biologiques dans les océans autant que sur la Terre, si vous voulez. Oui, je rajouterais qu'il faut aussi penser aux poissons qui ne sont pas d'élevage, donc les pélagiques, on peut penser aux sardines, on peut penser aux anchois, on peut penser à des poissons sauvages et dont l'alimentation n'est pas ou est moins carnivore. Donc c'est un choix aussi, réduire bien sûr, comme disait Natacha, aller vers une forme de décroissance alimentaire, manger plus de végétaux, moins de dérivés animaux, plus de diversification, plus de poissons sauvages et surtout des poissons non carnivores. Voilà. Mais bien sûr, tout ceci est un changement de paradigme alimentaire qui va souvent contre les intérêts de l'industrie. Deux autres questions sont arrivées dans la boîte de dialogue. Morgane Bertrand nous demande quels sont les labels qui certifient l'aquaculture aujourd'hui. Donc, première question. Et ensuite, une seconde question de Romain Subtil à la Croix qui demande si on peut revenir sur l'énorme différence de score obtenue par les enseignes de grande distribution allemandes, britanniques, françaises, et à savoir si elles sont dues à des législations nationales plus contraignantes chez nos voisins, des marchés différents dans le type de poisson consommé. Donc, d'un côté, la question des labels qui certifient l'aquaculture et de l'autre, les différents scores au niveau de l'échelle européenne. Merci Aurélie. Alors pour les labels, donc vous avez un label qui est relativement connu, pas forcément des consommateurs, mais qui s'appelle Aquaculture Stewardship Council, ASC. Vous avez peut-être vu ce label sur vos paquets, sur les poissons que vous achetez au supermarché. Le problème pour nous, c'est que ce label permet l'utilisation de la farine et de l'huile de poisson dans l'alimentation pour les poissons d'élevage. Donc, pour nous, c'est problématique. Après, vous avez, et vous verrez dans le rapport, c'est développé en détail, vous avez des labels tels que l'AB et le label rouge. Et là, ce ne sont pas forcément des labels ils ne certifient pas que l'aquaculture, bien sûr, mais par exemple, le label rouge, pour l'élevage de certaines espèces, prône une inclusion plus élevée de farine et d'huile de poisson pour améliorer la qualité du produit final, entre guillemets. Ce n'est pas forcément... Enfin, c'est une position qu'ils prennent. C'est une position très problématique pour nous, puisque ça veut dire que ces espèces qui portent le label rouge sont alimentées avec une alimentation qui contient une quantité plus grande de farine et d'huile de poisson. Et après, vous avez un label qui a été fondé en fait par l'industrie de la farine, de production de la farine et d'huile de poisson, qui s'appelle Marin Trust, fondé par IFO, donc c'est l'association des producteurs de farine et d'huile de poisson. Et ce label est soi-disant indépendant, mais le rapport décrit les liens très étroits entre ce label et l'industrie elle-même. Et puis ensuite, pour les scores, la question sur la différence entre les scores obtenus par la grande distribution française par rapport aux supermarchés allemands, britanniques et français,
La réponse n'est pas simple. Nous-mêmes avons été très étonnés de constater cette grande différence qui est particulièrement frappante quand vous regardez Lidl, qui est un supermarché qui est présent, je pense, dans tous ces marchés et qui obtient pourtant des scores très différents. Je ne suis pas convaincue que ça soit dû à une différence dans les législations nationales. Je pense que ça dépend aussi des consommateurs, des attentes des consommateurs dans ces pays-là, de la transparence qui est fournie aux consommateurs aussi dans certains marchés. C'est vrai qu'en Angleterre, sur les thématiques de la transparence, etc., on est un peu plus avancé de ce point de vue-là, mais c'est pas pour autant que tous les supermarchés britanniques ont un bon score, puisque vous avez Aldi, Iceland, Morrisons qui sont sur un score de 12, 14, 16%. Donc, c'est quelque chose qui nous a étonnés nous-mêmes, je dirais, mais ça reflète peut-être une certaine différence dans la maturité de leur politique et pratique. Et je suis sûre que Juan Felipe, tu as un avis là-dessus aussi. Alors, merci. Oui, je voudrais rajouter deux petites informations sur chacune des deux questions. Donc, sur la première, juste expliquer que nous n'avons pas pu trouver les cahiers des charges de Label Rouge, Aqualabel, sur leur site. Label Rouge a choisi de ne pas répondre à notre demande d'information. Par contre, l'Institut national de l'origine et de la qualité nous a transmis quelques informations et donc on peut vous dire que le pourcentage de produits d'origine marine dans l'alimentation des animaux labellisés en rouge doit être supérieur à 50%, alors que pour les non-labels rouges, il n'y a aucune stratégie d'alimentation. Donc voilà, c'était juste pour mettre un chiffre et un peu plus de concrétion sur l'explication de Natacha. La justification est la bonne qualité du poisson d'élevage. C'est-à-dire que dans leur texte, on peut lire que, et je lis, le label affirme que plus le pourcentage de farine et d'huile de poisson est grand, plus la chair du poisson est savoureuse. Par rapport aux comparaisons entre les différentes enseignes dans les différents pays, je suis complètement d'accord. Les résultats de notre étude vont exactement dans le sens que Natacha vient d'évoquer. Mais comme Natacha parle de Lidl, je crois qu'il faudrait juste parler aussi de Auchan et de Carrefour qui sont présents sur plusieurs marchés et dont les résultats sont dramatiquement différents. Donc, par exemple, Auchan, 30% en France, 10% en Espagne. C'est un petit exemple pour aller dans le sens qu'évoquait Natacha. Plus le pays a une citoyenneté préoccupée par les questions environnementales, plus les grandes surfaces vont quelque part faire des efforts pour répondre à cette demande ou à cette inquiétude. Ce qui confirme qu'une des alternatives n'est pas simplement de choisir un certain type d'alimentation ou un autre, mais c'est de mettre de la pression sur les secteurs. Le supermarché est le dernier chaînon d'une chaîne qui commence avec la capture des animaux à travers la pêche minotière et qui termine dans notre assiette. Et notre levier le plus évident en tant que consommateur, c'est d'aller vers celui qui nous vend ce poisson, donc la grande surface. Donc, notre conseil à toutes les personnes qui vont nous écouter, lire les articles qui vont paraître, c'est mettez de la pression, écrivez des emails, utilisez les réseaux sociaux pour taguer en bon français toutes ces grandes surfaces, parce que l'étude comparative entre les différents pays confirme que plus le pays est un pays où les citoyens sont inquiets pour l'environnement, plus la grande surface fait attention à ce qu'elle fait. J'avais dit que j'allais donner deux exemples. Carrefour est un autre exemple que j'ai déjà donné avant, 25% en France, alors que c'est 8% en Espagne. Par contre, Lidl, c'est au contraire 4 en France, 33 en Allemagne, en Autriche, 20 en Suisse, 30 au Royaume-Uni. Donc, voilà, quelques exemples. Nous mettrons à votre disposition dans les prochaines semaines ou les prochains mois quelques comparaisons. On n'a pas de nouvelles questions. Après, Romain Subtil demandait aussi s'il y avait
raisons qui étaient liées au type de poisson consommé en fonction, donc aux habitudes alimentaires des consommateurs qui variaient d'un pays à l'autre. Mais sinon, voilà, on a fait le tour des questions. Si vous n'en avez pas d'autres, de toute façon, avec Vassilissa, nous, on se tient à votre disposition pour vous mettre en relation avec Juan Felipe Carrasco ou Natacha Orley. Vassilissa va vous mettre le lien de la Dropbox dans laquelle vous avez des visuels, vous avez le communiqué de presse, un faits et chiffres, le rapport évidemment. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur le lien qui vient d'apparaître dans la boîte de conversation. Et on vous remercie de garder ces informations pour vous d'ici ce soir minuit. Merci Aurélie. Juste pour répondre très vite à la deuxième question de Romain. Donc oui, il y a des différences au niveau des espèces qu'on consomme dans les pays européens, mais ce qu'on a constaté dans tous les pays qu'on a étudiés jusque-là, donc 6 pays européens, c'est que les espèces d'élevage telles que en particulier le saumon et les crevettes, et dans une moindre mesure, mais demande très forte, enfin, consommation très forte aussi. Le bar, par exemple, qui est un poisson d'élevage. Ces poissons-là dominent de plus en plus nos assiettes, et non seulement dans les supermarchés, dans les rayons de supermarchés, mais aussi dans les restaurants. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez tous constaté ces dernières années. Vous sortez au restaurant, on vous propose du saumon ou du bar. Vous allez dans votre supermarché du coin, il y a du saumon fumé, il y a du saumon en filet, etc. Et c'est quelque chose, pour moi personnellement, qui me frappe, puisque je me rappelle que ce n'était pas toujours comme ça. Je me rappelle que le saumon, par exemple, était réservé à des fêtes où c'était réservé pour des occasions de fêtes, etc. Et c'est devenu un poisson qu'on mange toutes les semaines. Voilà, nos habitudes ont changé. En Angleterre, c'est certainement le cas, et je pense que ça commence à être le cas en France et dans d'autres pays européens aussi. Voilà. J'espère que vous avez tous pu récupérer le lien avec tous les éléments qui accompagnent le rapport et le rapport même. Vous avez nos contacts. Un grand merci d'avoir participé à cette conférence et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, et je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions au téléphone ou par email. Merci tout le monde. Merci à vous.